père, comme il était Terre-Neuve, et que ma mère continuait ses histoires de tzigane, tu vois, je vivais chez ma grand-mère bretonne. Donc je parlais breton. D'accord. Donc c'est pratique en France, tu arrives et tu parles tzigane et breton. Tout le monde parle ces langues-là en France. Tu vois. Idéal pour s'intégrer. C'est parfait. Je suis né en France, à Saint-Malo. Donc, je suis pas du tout corsaire, mais Terre-Neuve. C'est-à-dire, mon père faisait les campagnes de Terre-Neuve pour aller pêcher la bacalao, la morue. Et une campagne, ça dure 8, 9 mois de bateau pour aller vers Terre-Neuve, au Canada, tu vois, pêcher la morue et revenir. Et donc ça, jusque dans les années 60 et quelques, après, il n'y a plus, c'était fini. Puisqu'il y avait les Terre-Neuve normands et les Terre-Neuve bretons. Et ma mère est tzigane de Roumanie. Donc, je suis un mélange de voyageurs sur terre et voyageurs sur mer. Voilà. Ceci explique cela. Quand je suis revenu en France, j'avais 10 ans. Et on a dit à ma mère, les sauvages, vos sauvages doivent absolument aller à l'école. C'est obligatoire ici. Et en parlant avec les gens, on dit, alors, parce que ça intéressait beaucoup les camarades français de savoir comment allaient les sauvages, on était considérés comme sauvages à l'époque, voleurs de poules et sauvages. Ben non, ça continue. Et donc, regarde les histoires avec les Roms. Les vieux, on leur avait dit, écoute, bon, ça fait rien, de toute façon, ils vont bientôt mourir, ils peuvent continuer à parler que breton, ça suffit. Mais c'était les seuls qui avaient le droit. Les autres, les jeunes et tout, n'avaient pas le droit d'apprendre et de parler breton. Et donc maintenant, ils ne parlent plus breton, ils parlent diwan. Et diwan, c'est terrible, tu vois, parce que diwan, c'est parler des mots bretons avec de la musique de la langue française. C'est horrible. C'est horrible. Et donc, si tu veux, ma mère a dit, c'est parfait, tout va très bien. Ah bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 1 heure de cours le samedi après-midi. 1 heure de cours? Qu'est-ce que c'est que cette école? Ça n'existe pas. Vous voyez bien, on vous disait qu'ils n'allaient pas à l'école. Si, si. Mais c'est quelle école? Alors, elle explique la rue, je ne me souviens plus. Et les gens lui disent, ah non, 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 ça c'est différent. Ça, vous avez inscrit les enfants dans une école de musique. Et donc, ils font que de la musique 1 heure par semaine. Donc, tu vois, j'ai commencé comme ça. D'accord. Après, on a été inscrit dans une vraie école, tu vois. Et c'était une école à côté qui était une école où il y avait du chant grégorien à la cathédrale. C'était juste à côté de la cathédrale. Et comme j'étais visiblement doué en musique, le professeur avait dit non, non, mais il faut qu'il fasse de la musique parce que je pense qu'il a une oreille, etc. Donc je suis allé dans une maîtrise, tu vois. Donc, 3e langue, latin. Donc je parle tzigane, breton, latin. Toutes les langues primaires de la France. Tu vois? Donc le français, 4e langue. D'accord. C'est une île qui est en plein milieu du Pacifique et Bassa, quand tu te dis, mais ça fait quoi ici, ça? Le plus près, c'est genre Galapagos, alors tu vas pour les tortues géantes, à Tahiti, Hawaï, tu vois, c'est étrange comme chose. Tu vois. Et ça dépend du Chili qu'on a strictement rien à foutre. Mais rien à foutre. Tu Je vais faire vois. la Je devais aider à des gens du monde comme ça, japonais, allemands, australiens, aider à faire un travail qui est d'essayer de retrouver la musique des, des Pasquans, des habitants de l'île de Pâques, avant l'arrivée des Espagnols. C'était tous les arts, la peinture, les costumes, le chant, les instruments de musique. Et on a planté des arbres pour
avoir au moins l'essence des bois qu'il y avait à leur époque. Parce que comme ils ont tout cassé, tu vois, ou en tout cas tout a été cassé, puisqu'il y a plusieurs théories pour dire, en ce moment, pour dire mais pourquoi l'île de Pâques s'est complètement détériorée d'elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une épidémie? Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est... On ne sait pas exactement. Et donc, on a droit aux théories les plus folles. En replantant les arbres, on peut reconstruire les instruments avec l'essence des bois qu'il y avait à l'époque. Déjà, donc le son est fait avec ces arbres-là, au moins. Ça, on avait commencé l'histoire hein, depuis un moment, c'est pas nouveau, tu vois. Vous avez démarré ça quand? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. On a fait le catalogue des instruments présubordonnés possibles qu'il devait y avoir. Et puis, on a essayé de voir les dessins, les choses, plus la mémoire des gens, plus l'inventivité de vieilles personnes qui ont créé des choses, parce que c'est à la fois très simple et à la fois avec l'utilisation de ce qu'on trouve dans l'île, tu vois. Mais comme il n'y a plus de bois, il n'y avait plus rien du tout, alors c'était compliqué. Et après, il faut découvrir tout ce que les Espagnols ont amené et laissé, et tout ce que les gens ont piqué et détourné aux Espagnols, tu vois. Donc, dès que tu entends une guitare ou une machine, c'est évident que c'est pas Pasquan, tu vois, c'est espagnol. On avait tous, chacun pour soi, relu les livres écrits par les jésuites à l'époque. Parce que les jésuites qui passaient réécrivaient toutes ces choses, leurs sensations, des interviews comme on est en train de faire là avec les autochtones, etc. Tu vois, tu découvres et tu essayes de comprendre tout ça. Et là, on tombe sur des personnes qui nous font... Vous faites quoi là? Vous savez que ça intéresse personne, votre histoire. Des locaux qui disent ça? Des représentants américains, par exemple, qui arrivent et qui estiment que ce sont des personnalités qui sont là, qui habitent là, qui ont épousé un Pasquan, qui ont ceci, qui ont cela, qui sont, voilà, les détenteurs de la culture et de la future culture, puisque ce sont des grands pianistes qui jouent de jazz, et qui jouent bien connu, le jazz de l'île de Pâques, et tout le monde connaît ça. Des fois, tu dis, merde, j'ai tellement de disques, que où est-ce que j'ai foutu mon disque de jazz de l'île de Pâques? C'est pas le gouvernement chilien qui va nous aider, parce que plus il délègue, mieux il se comporte. J'ai bossé comme un fou, et j'ai rencontré des gens absolument magnifiques. Un de très vieux ethnomusicologue, ethnologue, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire un homme qui a une connaissance absolument incroyable de son pays, de sa culture. Comment il s'appelle? Soublette, Gaston Soublette, qui est un homme qui a 93 ou 94 ans, qui est habillé comme un Mapuche. Tu vois, les Mapuches, c'est donc les derniers résistants à l'espagnol d'avant et aux Chiliens d'aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Oui. Ils sont encore en lutte avec le gouvernement chilien et les Chiliens n'arrêtent pas de taper dessus, de les foutre en prison, etc., etc. Donc, eux essayent de préserver à la fois leur culture, à la fois le petit endroit qu'on les repousse. Et tu vois, le problème du Chili, c'est que c'est un couloir avec simple, à gauche, l'eau, à droite, la montagne. Il n'y a pas de solution, tu vois. En haut, désert, en bas, glace. C'est vraiment le pays idéal. Tu vois. Donc pour l'armée, pour les flics, pour toute cette gouvernance chilienne, c'est le pays rêvé parce que tout le monde est coincé. Et c'est une des raisons pour lesquelles le pays a mis longtemps à s'ouvrir, parce qu'il n'y a pas de passage, tu vois. Et donc ils sont restés petits, fermés entre eux et tout, jusqu'à temps qu'il y ait tous les gens qui débarquaient des États-Unis, de droite, d'extrême droite, de dictateurs, etc. Bon, voilà.
Et donc, il y avait ces résistants qui étaient là, et il y a ces Mapuches qui étaient là. Et donc, je commence à poser des jalons pour pouvoir travailler avec les Mapuches aussi. Ben ça, c'est des trucs à long terme, tu vois, c'est comme le travail avec les Inuits, c'est comme etc. Donc, c'est assez drôle de voir que, eh bien, tu découvres une chose où les gens te disent, oui, mais pour travailler avec les Mapuches, il faudrait d'abord que vous travailliez avec les chamans Mapuches. Ce que je trouve très bien. C'est magnifique, tu vois. Parce que les chamans, s'ils disent oui, c'est ok, tu vas faire travailler et tu vas travailler avec les Mapuches. Donc, j'ai une session de travail avec des Mapuches comme ça, où en fait, je découvre une énième partie du monde où on parle une langue qui est toute bête, qui est sifflée. C'est simplement pour qu'ils puissent parler entre eux devant tout le monde sans que personne comprenne. Tu vois. Et donc, ils ont, on va dire, presque 2000 mots quand même en sifflant. C'est pas mal, tu vois. C'est pas mal. Et donc, et tout d'un coup, ils se mettent à siffler. Et là, tu te dis, ok, ils se parlent entre eux, donc on ne saura pas. Donc, soit tu te dis, je vais me mettre à apprendre la langue, quoi. Parce que c'est une langue aussi. Soit tu acceptes, Soit tu acceptes que voilà. le postulat que toi tu ne comprends pas. Tout à fait. Il y a longtemps, ça fait au moins 10 ans que je travaille avec des Inuits aussi. Avec les gens de Iqaluit, Igloolik. Igloolik, c'est un tout petit village qui est à 1 heure et quelques du pôle. Donc, en avion, donc ça fait très haut, tu vois. Et en ce moment, par exemple, les Igloolik, ils sont sous je ne sais pas combien de mètres de neige, parce qu'il y a des tempêtes au Canada en ce moment. Et ils sont à moins 61 degrés. Ah oui, c'est inimaginable. Oh, incroyable. Non. Moi, la première fois que j'y suis allé, pas en plein hiver, hein, parce que c'est trop compliqué, il faut vraiment avoir l'habitude, tu vois. Je suis allé et c'est froid, il faisait moins 30 et quelques. Et tu arrives au bout du 4e avion, parce que plus ça va, plus tu prends des avions petits, tu vois, pour finir avec un petit. Et tu arrives et les gens, tu ouvres la porte de l'avion et tu fais un grand sourire. Coucou, bonjour. Et là, les lèvres explosaient à cause du froid. Pour découvrir leurs instruments. Il y a un cirque arctique qui s'appelle Arctic Cirque d'ailleurs, qui est quelque chose qui a été fait par le fils d'un Québécois qui a craqué et qui a dit « Moi, je me fais chier, je pars vivre avec les Inuits, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. » Et il découvre, il y a 30-40 ans, qu'en fait, un des problèmes des Inuits, c'est qu'ils n'ont plus de chamans. Ils ont tous été au concours de tir, tu vois. Et donc, c'est très, très, très embêtant. C'est très embêtant. Donc, il n'y a presque plus de chamans Inuits. Il y a un moment, tu te dis, moins 30, moins 40. Comment tu fais pour taper sur un tambour, sur une peau, pour qu'elle sonne? Tu vois? Alors, soit elle est gelée, alors ça fait... Hein, soit elle est... Bon. Et en fait, tu découvres qu'en fait, non, il tape sur le cadre en bois. Et que c'est le blub de la peau qui donne une longueur de son au coup qui est donnée sur le cerclage. D'accord. Tu vois? Donc tu peux le voir que quand tu es en direct, ça. Comprendre surtout, tu vois, des choses comme ça. Donc, il a essayé, lui, de retrouver l'essence, les origines, la langue, parce que la langue est toute... la façon de parler, elle est vieille, tu vois, mais on ne pouvait pas l'écrire. Donc, avec les jésuites, ils ont retrouvé une forme d'écriture que tu as déjà vu de l'Inuit. C'est des triangles avec des ronds, des cercles, on dirait des trucs géométriques, mathématiques. C'est très, très nouveau, tu vois. Et ça date de 1930-1920, avec les jésuites qui ont fait cette recherche. Quelques-uns avant, on commençait à mettre des bribes comme ça. Mais c'est tout nouveau comme écriture de langue.
Donc il a essayé de prendre ça, de pouvoir écrire la tradition, parce que évidemment, dans ce genre de pays où on n'arrête pas de parler des us et coutumes. Et les us et coutumes, c'est qui les garants de ça? Puisqu'il n'y a plus de chaman. Et c'est là où ça devient compliqué, tu vois, parce que tout d'un coup, tu dis, vous faites des choses, mais pourquoi vous faites ça? Surtout des choses pas bien. Les us et coutumes. Tu dis, oui, enfin, les us et coutumes, c'est qui? Le garant des us et coutumes. Tu vois, c'est trop facile. Et donc, tu assistes à des choses plus que curieuses. Plus que curieuses, tu vois. De soirées d'applaudimètres, si on peut dire, tu vois, dire des gens qui viennent chanter avec leur tambour, dou, 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 dou. Tu vois, alors que moi, par exemple, je découvre des choses, mais d'une simplicité que je ne pouvais pas imaginer, parce que... Et, non, applaudimètres. Alors tout d'un coup, après, évidemment, quel est le gagnant? Ben, celui qui a été le plus applaudi, qui est là. Jusque-là, tout va bien, tu vois. Cadeau. Elle. Elle, c'est-à-dire la femme, cette femme-là, cette femme-là, cette femme-là. Cadeau. Concrètement. Cadeau pour la nuit, cadeau pour etc. À l'heure d'aujourd'hui, ça se passe comme oui. Ça là-bas. Pas partout, tu vois. Pas partout, mais tu découvres une chose comme ça. Tu dis, mais... et pourquoi? Les us et coutumes. Alors tu dis, les us et coutumes, elles ont bon dos, les us et coutumes. Donc en fait, les mecs peuvent, sous prétexte d'us et coutumes, faire et dire ce qu'ils veulent, quoi. Bon, tu discutes avec les femmes, je discute avec les femmes Innu dans le Labrador. Et on parle de toutes ces choses-là, tu vois. Et il y a une femme Innu qui me dit, pas Inuit, Innu, qui me dit, vous avez un mot, vous, quand c'est ton oncle, ton père, ton frère, toute la famille, et que c'est 150 fois? Il y a un mot pour dire après viol? Qu'est-ce que tu veux répondre à des choses comme ça, tu vois? Surtout que tu t'attends, quand tu n'y connais rien, tu te dis les endroits reculés comme ça, ils ont su préserver des choses que nous on a perdues depuis longtemps. Oui, ils ont. Et en même temps, des abus. Tu vois, parce que, et c'est pour ça que quand il n'y a plus de chaman, les fameux garants dont je te parlais tout à l'heure, qui sont capables d'expliquer ça. D'où ça sort? Pourquoi ça a été détourné? Pourquoi ça a été déformé? Tu mets ça sur le compte des us et coutumes et basta. Et ces chamans dont tu parles, il y en a que tu as eu la chance de rencontrer, avec lesquels tu as eu la chance de travailler? Pas beaucoup, puisque je te dis, chez les Inuits... Pardon, au Chili, je pensais à ceux dont Ah, les Mapuches. Alors, les Mapuches, ouais, tu rencontres, mais... tu as créé de la musique avec eux? J'ai fait mon travail qui est, oui, musical, oui, théâtral, oui, de la vie, oui, qui est un troc verbal entre vos us et coutumes, justement, tu vois, et le hard rock américain, exemple, y aurait-il d'autres possibilités? Pour nous, tu veux dire, oh, oui, 20 000. Pour eux, us et coutumes, ou hard rock américain. Parce que c'est le conflit des générations. On ne mélange pas. Et puis, ça se sépare. Non seulement ça, on ne mélange pas, mais ça se sépare. Les vieux, us et coutumes, nous on garde la tradition. Le reste, votre musique de trucs, ça ne nous intéresse pas. Et les jeunes font... Ouais, attends, les vieux, ils font chier avec... musique traditionnelle. Tu vois? Nous, on fait autre chose. Et Et le travail que tu fais, parce que du coup, ça me fait penser à ce dont tu parlais quand tu accompagnes les comédiens du Soleil. Tu dis ils font des improvisations et tu vas entendre les notes qu'ils utilisent pendant leur improvisation et à partir de là, tu vas proposer une musique
pour aller avec les notes que En eux même temps. disent en parlant. Oui, oui. Mais ensuite, du coup, ça veut dire que tu vas rejouer cette même musique pour le spectacle et eux doivent avoir conscience de cette tonalité dans laquelle ils sont quand ils parlent. Oui. Comment tu arrives à leur expliquer ça? Parce que, en fait, c'est toujours le problème de l'émotion. C'est-à-dire, quand ils parlent juste, c'est qu'ils ont donc une émotion juste. C'est qu'ils sont centrés sur leur personnage, tu vois. Donc, c'est l'inverse qui se passe, en fait. Ils n'ont pas à retrouver. C'est-à-dire, quand ils ont le son, c'est qu'ils sont vrais. Quand ils ont un autre son, ils mentent. Tu as une marge, bien sûr. Mais il y a un moment, si tu veux garder le timbre de voix de ton personnage, l'émotion de ce moment-là, sans, tu vas en faire des tonnes, soit sans être complètement minimaliste, si tu veux être normal, mais dans ton émotion, dans ton sentiment, est juste et concret, et vrai, et sincère, c'est ces notes-là, avec un petit pourcentage en plus, un petit pourcentage en moins, mais pas une octave de différence. Ça n'arrive pas qu'en répétition, un comédien soit dans certaines notes et le jour de la représentation, Non. bam, il sort autre chose. Non, ça non. Ça n'arrive pas. Parce qu'en même temps, les Enfin, répétitions... si, ça arrive, mais c'est qu'il se trompe. Et dans ces cas-là, comment tu fais avec la musique pour, Ah bah ça, c'est rattraper l'oreille. Tu rattrapes. C'est exactement comme quand tu joues avec quelqu'un qui détonne et tu changes de tonalité. C'est pareil, tu vois. Toi, t'as pas vraiment... tu t'écris pas une partition. Non. Tu as un canevas et même pas. Il y a un trait sous le texte qui est charnière. Charnière, ça veut dire changement d'instrument. Changement de timbre, tu vois, changement d'instrument. Et mode mélodique, mode rythmique. Mode mélodique, marche, c'est-à-dire le corps. Mode rythmique, marche, le corps. Mode mélodique, simplement la voix. Et donc à ce moment-là, ben, je suis. Incroyable. Si tu veux tout ça, au bout d'un moment, je ne l'écris pas. Je ne l'écris pas. Alors quand je fais des choses, tu vois par exemple 7, parce que je sais que la plupart du temps, cette personne que j'accompagne, à ce moment-là, est plus dans les 7 temps, mais pas tout le temps, mais plus dans les 7 temps que dans les 3 ou 2 ou 4 ou 12. Donc, mode rythmique, 7. Donc quelqu'un qui va même partition, il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien. Mais tu as défini aussi l'instrument que tu allais prendre à ce moment-là Ah. pour l'accompagner. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ce qui fait que l'acteur ou l'actrice sait que c'est à ce moment-là que je change. Et avec cet instrument-là, donc elle a le timbre de l'instrument dans l'oreille. Et elle se fait, ok, je suis avec lui, il est avec moi. Donc tu ne te poses pas de questions. Tu vois, ça va. Le début de la mélodie, c'est le même. C'est comme on appelle une improvisation à l'orientale. Le début, bah après, ça va changer. Parce que l'acteur est plus lent, parce qu'il est plus fatigué, parce que c'est la deuxième fois qu'on joue, parce que le public vient de rire, parce qu'il y a 1000 choses, tu vois. Donc un jour, je vais avoir 16 notes, et puis le lendemain, je vais avoir 32 notes, et puis le surlendemain, je vais avoir 9 notes. Tu vois, parce que tout d'un coup, il y a eu une note. Je trouve que ce passage, quand même, est très lent. Vous tirez sur la ficelle, le metteur en scène. Et le lendemain, et toi, tu fais. Ok, fini. Mais bon, ça ne me gêne pas, puisque j'ai pas de barre de mesure. Réellement, tu vois. Donc, je suis pas en train de me dire. Ah non, mais attends, on avait dit que ça, c'était 5 mesures. 5 mesures à quoi? Non, on n'a rien dit. J'ai rien dit et je leur ai rien dit et ils m'ont rien dit. Donc, il n'y a aucun problème, tu vois. Alors que j'entends les musiciens faire ah bah oui, mais là, je suis désolé, moi, j'ai fini. Hein. T'as fini quoi? Bah, j'ai fini ma partition. Bah, d'où elle sort cette partition? Qui c'est qui a écrit ça? T'as écrit ça un jour où on a fait comme ça?
Mais ce soir, c'est différent. Donc, la partition, met là en l'air, tu vois. Elle est pas assez longue pour ce soir. Et pour demain, elle sera trop longue. Et c'est ça ce qui fait que chaque soir, tu recommences à zéro. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la routine, il n'y a pas l'espèce d'ennui où les gens font... tu vois, parce qu'il y a une répétitivité de la métrique et de la rythmique et du chiffrage de mesures avec les temps forts au même endroit, alors que ton corps ne fait pas du tout ça. Pas du tout. Tu vois, quand tu as tous ces instruments, il y a un moment, tu vois, j'ai tellement cherché, joué, etc., que je m'amusais toujours à dire, tu sais, la viole de gambe, il y a un moment, à part coucher avec, je crois que j'ai tout fait. Tu vois, j'ai joué de toutes les sortes, etc. Donc, je me suis dit, mais, et si j'arrêtais les instruments de musique, qu'est-ce que je ferais? Et tout d'un coup, je me suis dit, ben voilà, je vais faire un orchestre symphonique, mais il n'y aura plus d'instruments de musique, il n'y aura que des langues parlées du monde. D'abord, je me dis, attends, je dois être le millionième personne dans le monde à avoir cette idée-là. Et comme je marche dans le monde, tu vois, je parle à des gens de ça. Et je trouve personne qui a fait ça. Et je me dis, mais je ne suis pas le seul quand même. Ce qui est incroyable, c'est que, à part les ethnomusicologues qui enregistrent, mais avec le contexte, tu vois, comme il est en train de faire. Il m'enregistre, mais avec la pluie. Et donc... Mais là, j'essaye d'enregistrer des gens et de travailler avec leur langue, sans trafic, sans, si tu veux, comment on peut dire, sans tricher avec des pitchs, avec des tunings, avec ce que tu veux, pour faire voix trafiquée, voix plus aiguë, etc. Or, tu sais très bien que quand quelqu'un me parle, j'entends les notes qu'il fait. Donc, à ce moment-là, je sais et j'entends les notes qu'il joue. Donc, je peux superposer, comme des mélodies d'instruments de musique, des langues en étant complètement accordées. Et toi, tu écoutes et tu fais... Mais ça, on a l'impression que c'est comme des instruments de musique, tu vois. Tu crées des harmonies avec des voix parlées. Oui. Oui, parce que quand tu parles, ti, ta 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 ta, je peux chanter, ta 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 ta, exactement, la 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 la, ce que je parle, la 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 la. Tu vois? Et c'est ce que tu fais, notamment... Donc j'entends les gens, ah, le truc c'est que je me balade dans le monde, bonjour monsieur, je suis en train de faire un projet qui s'appelle Babel, et je voudrais enregistrer des langues, c'est possible? Oui, bien sûr. Vous pouvez me raconter une histoire? Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Bonjour, madame. Tu vois, un autre pays. Bonjour, madame. Alors, je réexplique mon truc, et la femme me fait ah, mais bien sûr. C'est la même musique, c'est la même chose. Mais c'est pas les mêmes sons et les mêmes mots, évidemment. Alors, d'abord, c'est des langues. C'est pas des sons, c'est des langues. Enfin, c'est des sons, oui, mais ce sont des langues. Et pour l'instant, j'en ai 1800. 1800. Oui. Et donc, mon projet, il est de mélanger, comme tu dis, mais pour un but. C'est pas de mélanger pour mélanger. C'est simplement pour dire, c'est quoi la langue adamique, c'est-à-dire la première langue? C'est quoi les mots communs dans toutes les langues à cette fameuse première langue adamique? Parce qu'il y a eu certainement une première langue. Peut-être. En tout cas, tous ces gens qui sont venus d'Afrique et qui ont bougé parlaient une langue, tu vois. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à faire croire qu'il y en a qui venaient d'endroits totalement différents. Ils partent tous d'Afrique. Donc avec une langue. Et c'est donc ce qu'on appelle la langue adamique, la première langue. Et c'est ça le travail, en fait. Et ton but ultime, c'est de retrouver cette langue. Peut-être. Peut-être. Quel beau projet. Mais c'est un projet d'alcoolique. Hein. Donc, si je te posais la question, quel serait ton plus grand rêve? Ça pourrait être ça la réponse? Oui, Retrouver par cette exemple. langue.